Manifeste des patriciens, titre 3, l'argent. L'argent, c'est la croyance que la notion de valeur marchande est nécessaire pour échanger. La pratique initialement incontournable du troc, consistant à échanger entre individus et à mettre des objets en équivalence, a amené les hommes à concevoir la notion de valeur marchande et à la croire indispensable aux échanges. L'évolution a ensuite amené les hommes à adopter la monnaie qui concrétise l'argent, perpétue un mode d'échange individualiste et dont l'usage inculque à toutes les générations les préjugés monétaires. Étant donné qu'elle repose sur la notion de valeur marchande, la monnaie introduit fatalement dans la cité le subjectif, le relatif, l'arbitraire, l'intérêt particulier, la différence de prix entre les choses, entre les producteurs, entre les hommes, et finalement l'inégalité en droit entre les citoyens. Sous l'argent, les valeurs sont concrétisées par des objets ou des unités monétaires qui matérialisent et donnent seuls le droit d'accéder au marché. Les unités monétaires, étant destinées à circuler et ne pouvant se répartir également de par le jeu des valeurs, permettent aux uns de dépouiller les autres de leurs droits. Un prix est la conséquence d'une chaîne de prix dont il n'est lui-même qu'un maillon, à moins qu'il ne soit fixé arbitrairement. Les prix n'ont rien à voir avec la soi-disant valeur des choses. Ce sont les hommes qui, en dernière analyse, ont un prix, sont payés et ont besoin de monnaie pour se payer les uns les autres. La monnaie n'aurait pas de raison d'être si le travail, au lieu d'être rémunéré avec des unités, conférait la citoyenneté, donc les droits du citoyen, dont celui d'accéder au marché. Car alors les choses n'auraient ni coût ni prix, et les hommes n'auraient pas besoin de monnaie. C'est ce besoin de monnaie auto-alimentée qui empêche les hommes de concevoir une autre forme de salaire, et les enferme dans la logique monétaire. Tout ce qui est justifié par l'argent est injustifiable autrement, et n'est en rien justifié d'un point de vue social. Tout ce qui semble financièrement logique est socialement absurde. La nature des unités monétaires importe si peu qu'elles sont en passe d'être aussi virtuelles et imaginaires que la notion même de valeur. Un pauvre ne sera bientôt plus séparé d'un riche par rien, sinon par l'argent qui n'existe que dans leur esprit. L'argent est une croyance dont l'homme est prisonnier physiquement. Il n'existe que par l'homme, mais l'homme peut exister sans lui. L'argent, qui ne fait pas le bonheur des hommes, fait le malheur des peuples. Seul l'argent et la monnaie, créant ou perpétuant un contexte inégalitaire, permettent d'abuser du pouvoir hiérarchique ou de donner du pouvoir sans autre mérite que la fortune. Le pouvoir des riches réside moins dans leur personne que dans leur fortune, qui, en les dotant de droits étendus, leur confère des forces infiniment supérieures à leurs forces naturelles. Il y aura toujours des riches et des pauvres sous l'argent. Un riche n'est pas et ne sera jamais l'égal en droit d'un pauvre. Richesse et pauvreté, exploitation et corruption, oppression et inégalité sont inhérentes à l'argent. L'argent est un tyran. La monnaie est l'instrument de sa tyrannie. L'argent est le plus grand ennemi de l'homme, avant l'homme lui-même. Quiconque lu ces lignes et néglige encore le rôle de l'argent, ou justifie son existence, se fait complice de l'inégalité, de l'exploitation et de l'oppression capitaliste. C'est un capitaliste lui-même. Titre 4. Droit d'accès et carte civique. Un moyen d'échange est théoriquement un intermédiaire entre les devoirs et les droits du citoyen, puisqu'il permet à ce dernier d'accéder au marché, après avoir participé à la vie de la cité, mais aussi entre les citoyens eux-mêmes, puisqu'il leur permet, à travers les biens qu'ils retirent du marché et les services dont ils profitent, d'échanger mutuellement leur travail. L'existence d'un moyen d'échange implique, d'une part, la complémentarité et l'interdépendance des travailleurs en particulier et des citoyens en général. D'autre part, l'incapacité des citoyens de pourvoir individuellement à tous leurs besoins et la nécessité pour chacun d'eux de pouvoir accéder au marché. Dans la mesure où la plupart des bienfaits de la cité sont le fait du travail et se trouvent sur le marché, le moyen d'échange est un élément vital pour les citoyens et le paramètre central de la cité. De la nature du moyen d'échange dépendent donc la nature des rapports entre les citoyens et leur mentalité. Étant donné que la monnaie accapare le droit d'accéder au marché et ne peut se répartir également, elle confère aux citoyens un droit d'accès fatalement inégal, inégalité qui se répercute sur tous les autres droits et anéantit l'état de droit, donc la société même. Les citoyens ne peuvent être égaux en droit, sans jouir également de tous les bienfaits de la cité,
sans jouir d'un égal droit d'accès au marché, autrement dit sans avoir le même pouvoir d'achat, pouvoir sans autre borne que les possibilités réelles du marché et la loi. La monnaie est un moyen d'échange parmi tous les moyens d'échange possibles. Elle véhicule uniquement une conception de l'échange, alors qu'un moyen d'échange digne de la cité doit aussi véhiculer un concept de société. Un moyen d'échange est le paramètre le plus stable d'une société. Il en est le cœur. Rien n'est plus difficile que d'en changer. Une fois adopté, il façonne les hommes à son image. Pour que les citoyens soient et demeurent égaux en droit, pour que les droits soient à l'abri des caprices des hommes, les droits et les principes de l'ordre social doivent être sous la sauvegarde d'un moyen d'échange. Des unités limitent le pouvoir d'achat. L'égalité du droit d'accès exclut le recours à toute forme d'unité ou de rationnement et implique l'usage d'un moyen d'échange qui confère à tous les citoyens un pouvoir d'achat théoriquement illimité. Le droit d'accéder au marché et de profiter des bienfaits de la cité doit être attaché à la citoyenneté elle-même, au fait d'être citoyen, et non dépendre d'unités insignifiantes. Le moyen d'échange de la cité sera une carte à puce qui utilisera la technologie des cartes de crédit, mais qui s'obtiendra de la cité en contrepartie d'une participation reconnue et permettra essentiellement de vérifier la citoyenneté de son détenteur. Cette carte, appelée carte civique, conférera à tous les citoyens un pouvoir d'achat indéfini, théoriquement illimité et donc égal. La carte civique est l'évolution naturelle de la carte de crédit, qui, à mesure que son usage devient exclusif, rend la monnaie de plus en plus virtuelle, introduit l'idée qu'une carte pourrait être en soi un moyen d'échange, et creuse la tombe de l'argent. Lorsque tous les citoyens disposent d'un pouvoir d'achat théoriquement illimité, aucun ne peut accaparer la production, dépouiller les autres de leurs droits, les asservir ou les soudoyer. Nul ne peut se vendre, ni voir dans ses égaux des maîtres. L'indigestion est suscitée par la rareté, la modération par l'opulence. Pour que l'homme soit libéré des obsessions matérialistes, il faut qu'il puisse assouvir une bonne fois pour toutes les frustrations que l'argent et ses limites font naître en lui et qu'il ne ressente plus la gêne. Quand l'égalité est inaltérable, la tyrannie est impuissante à renaître et la vertu est dans les mœurs. Instaurer définitivement l'égalité et anéantir conséquemment tout germe de tyrannie est le double but de la carte civique sur laquelle repose la révolution prônée par les patriciens. Cette carte, en se substituant à la monnaie, anéantira de fait l'argent et l'empêchera de ressusciter.